Bonjour ou bonsoir à tous selon le pays et l'heure à laquelle vous nous écoutez. Bienvenue dans Bola Latina, le podcast 100% football latino de la rédaction de Lucarne Opposé. Et oui, une fois encore, Simon, votre hôte habituel, n'est pas là. La faute à un séjour prolongé en des terres reculées. Comprendre en fait tout simplement qu'il a des soucis de réseau. Les soucis, autant vous le dire tout de suite, vous allez en rencontrer quelques-uns aujourd'hui dans cette émission puisque le micro de votre serviteur n'a rien trouvé de mieux que d'offrir un joli bourdonnement en guise de fond sonore. Alors on a bien évidemment essayé de minimiser le tout, mais vous l'entendrez parfois, on n'a rien pu faire. Et donc on préfère s'en excuser par avance. Alors quel sera le menu de votre 11e numéro de Bola Latina ? Eh bien tout simplement, on va revêtir de nouveau nos plus beaux maillots nationaux et nous porter au chevet de 3 sélections latino en mal de sélectionneurs, le Mexique, la Colombie et l'Uruguay. Mais avant cela, vous en avez l'habitude, on passe par la case noticias. On débute notre tour de l'Amérique latine par la case Pérou où ce week-end l'Alianza Lima et le Sporting Cristal s'affrontaient à Matute. C'était la grande affiche du clausura péruvien, l'Alianza Lima et le Sporting Cristal se sont tirés la bourre tout au long de l'Apertura qui a été finalement remportée par Cristal. Cristal qui avait déjà remporté le Torneo de Verano, il y a 3 tournois dans une année de décentralisado péruvien. Bref, tout était en place pour faire une belle fête, Paolo Guerrero était en tribune pour soutenir ses aliancistas préférés, Ricardo Gareca, le sélectionneur, était également présent, le tout dans une ambiance de feu et un superbe match, marqué notamment encore par l'incroyable renaissance d'Emmanuel Herrera, oui, Emmanuel Herrera que vous avez vu passer par Montpellier, qui a tout simplement claqué ses 29e et 30e buts en 29 sorties de championnat, rien que ça. Reste que la fête n'a finalement pas duré. Pourquoi ? Parce qu'avant le match, déjà, des affrontements entre supporters et forces de l'ordre ont fait 4 blessés par balle. Et pendant la rencontre, un groupe d'hinchas de Cristal s'est fait repérer en tribune norte alors qu'ils étaient interdits de présence. Une seule hinchada était autorisée pour ce match. Repéré donc par les barristas de l'Alianza Lima, ça a mis, vous vous en doutez, le feu aux poudres et conduit à de nouveaux débordements. Ce petit monde a été évacué, la police a ensuite quitté le stade pour sécuriser la zone, mais dans le stade, la sécurité n'était plus garantie, conséquence, match arrêté à 25 minutes de la fin. Depuis, tout le monde bien évidemment se rejette la faute, la palme revenant à Thomas Hacha, le porte-parole de la DFP, la Ligue péruvienne pour faire simple, qui s'en est ouvertement pris à la police, la qualifiant de honteuse et menaçant désormais de faire appel à des compagnies de sécurité privées. Sur le terrain, le match a finalement repris le lendemain, à huis clos, l'Alianza Lima a égalisé à la 91e minute sur un coup franc de Lemos, dont le son s'apprécie particulièrement grâce à l'absence des supporters. Écoutez donc. Un peu plus tôt dans la semaine, le stade de l'Alianza Lima avait déjà été le théâtre d'affrontements. En effet, l'église évangéliste El Aposento Alto avait tout simplement décidé de prendre possession de l'Estadio Alejandro Villanueva, que l'on appelle plus familièrement Matute. Près de 3000 de ses membres ont donc débarqué au stade pour le prendre, au motif que une partie leur appartient, leur pasteur, Alberto Santana Leiva, ayant acquis les terrains adjacents qui débordent même sur le stade, et avait pour ambition de racheter le reste pour tout simplement y construire son église. Conséquence, nos amis évangélistes ont commencé à repeindre les travées du stade tout en blanc, et vous l'imaginez, ça n'a plu à personne. Le club a émis un communiqué dans lequel en toute simplicité il a parlé d'invasion avant bien évidemment d'appeler au calme. Bien vu, parce que les barristas de l'Alianza Lima ont débarqué à leur tour, créé une baston générale pour virer les évangélistes. Ils y sont parvenus, forçant aussi les interventions des forces de l'ordre. Le club a ensuite posté sur ses réseaux sociaux pour tout simplement remercier ses barras d'avoir défendu la maison. L'affaire, vous vous en doutez, n'est pas encore terminée, elle va se finir probablement devant les tribunaux en attendant, malheureusement, on peut l'envisager, de nouveaux débordements. Tout aussi agité, au Brésil, à moins d'un mois du premier tour des présidentielles, la politique s'est invitée par 2 fois sur les terrains lors de la 25e journée du Brasileirão. L'expérimenté milieu de Palmeiras, Felipe Melo, polémiste confirmé et auteur du but du match nul
face à Bahia, a déclaré au micro tendu à la fin de la partie que sa réalisation était tout simplement dédiée à Jair Bolsonaro, le candidat d'extrême droite, pour lequel il ne cache absolument pas son soutien depuis près d'1 an. Une nouvelle déclaration d'amour du Palmeirense qu'apprécieront probablement la torcida de l'Atlético Mineiro qui a profité du Clásico Mineiro ce week-end pour se fendre de chants plus que douteux à l'encontre de son rival Cruzeiro. Je vous en laisse juge. Ô Cruzeirense, prends garde à toi, Bolsonaro va tuer les tapettes. Allez, on va terminer quand même sur des terrains, en revenant sur les terrains et en parlant de football. En Bolivie, la sensation Royal Paris continue de mener le bal du Clausura et commence à être finalement bien plus qu'une simple sensation. Le petit promu venu de Santa Cruz a beau ne pas être encore majeur, le club a été fondé en 2002, il s'est offert le luxe notamment de se faire tomber The Strongest et surtout a claqué 8 victoires en 10 sorties lors du tournoi et trône donc seul au sommet du classement avec à ses trousses les deux géants que sont The Strongest et Bolivar. Le tout alors que l'on arrive quand même pratiquement à mi-tournoi. Oui messieurs dames, ce pari-là n'est pas seulement royal, il est surtout magique. En Uruguay, il ne reste plus que 6 journées avant les vacances et ça commence à sentir bon le chorizo côté Peñarol. Après avoir gagné l'Apertura et l'Intermedio, après avoir compté jusqu'à 10 points d'avance au classement annuel, Nacional s'effondre complètement et l'adversaire de toujours, donc Peñarol, en a profité, d'une part pour s'envoler dans le Torneo Clausura, mais surtout pour reprendre 2 points d'avance au classement annuel. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela veut dire pour nous? Cela veut dire tout simplement que l'on va avoir un classico de feu en octobre, et puis des autres, 1 ou 3, voire plus si affinité, en novembre. Que demande le peuple? Tout simplement que Sebocha Rodriguez puisse rester au club mi-octobre lors du premier de ces classicos de fin d'année qui aura lieu en plein milieu d'une journée FIFA alors que l'Uruguay ira jouer en Corée et au Japon. Sera-t-il présent sur le terrain? C'est une affaire à suivre. Et comme l'on évoque l'Uruguay et sa sélection, la transition est toute trouvée maintenant pour notre dossier du jour, nos fameuses sélections à la recherche de sélectionneurs. Et pour ouvrir donc notre bal des sélections sans sélectionneur, oui ça arrive, on va commencer tout au nord de notre Amérique latine, là où débute concrètement l'Amérique latine, au Mexique. Et donc forcément pour le Mexique, on va en discuter avec Diego. Diego, comment vas-tu? Salut Nico, ça va et toi? Eh ben écoute, ça va très bien. Alors là pour le coup, on est vraiment au Mexique avec toi, puisque en ce moment, tu es là-bas, tu es à Mexico, c'est ça? Voilà, c'est ça. Bah écoute, voilà, ça va, il fait beau au Mexique? Non, typique du mois de septembre, c'est la saison des pluies. En plus, Mexico, il fait rarement très très beau. Donc, oui, c'est vrai, on peut toujours se prendre une pluie même en été. Ah oui, non, mais c'est sûr. Mais donc, non, là, il fait un petit 16 degrés, là, il est 17h, donc voilà. Avec toujours le petit orage qui va bien. Là, il devrait arriver dans pas très longtemps. Ok, bon, ça va, je vois que les choses ne changent pas. En tout cas, voilà, ça ne change pas et il y a des choses qui doivent changer. Tu as vu cette transition absolument géniale. Ce qui doit changer, ça va être le sélectionneur, puisque on l'a dit, c'est le thème de notre émission du jour, les sélections qui se cherchent encore une tête pensante. Mais avant d'aborder le sélectionneur, on sort d'une période de matchs amicaux pour toutes les sélections du monde. Le Mexique en a disputé 2 face à l'Uruguay, face aux États-Unis, a perdu les 2 avec à sa tête un l'intérimaire presque classique, j'ai envie de dire, ces derniers temps, Tuca Ferretti. On reviendra sur son cas un peu plus tard. Mais avant tout, une question toute simple, est-ce que malgré tout, il y a des choses à retenir de ces matchs amicaux? Oui, il y a des choses à retenir. Alors, j'allais dire d'abord, on va essayer d'éviter de parler des scores, même si évidemment c'est facile à dire lorsqu'on a perdu ces 2 matchs, mais je pense qu'on aurait pu dire la même chose si le Mexique avait battu les États-Unis. Donc défaite contre l'Uruguay 4-1 et défaite contre les États-Unis 1-0. Ce qui est surtout très intéressant, c'est de voir que le Tuca a vraiment voulu tourner une page et vraiment voulu tester, en tout cas je ne sais pas si c'est lui qui a voulu ou si la fédération lui a demandé, mais en tout cas il a vraiment testé des joueurs. Il y a énormément de joueurs qu'on a vus, qu'on n'avait pas vu avant, qui ont célébré leur première cape, et je pense que c'est
c'est compliqué, c'est dur pour eux de tirer un enseignement global parce que c'est des joueurs qui n'ont jamais joué ensemble. Mais il y a clairement des individualités qui se sont démarquées, que ce soit dans le positif ou dans le négatif. Il y a des joueurs qu'on reverra, ça c'est sûr. Alors pour parler du positif, je pense que c'est clair pour tout le monde. Il y en a deux qui ont vraiment crevé l'écran parmi les nouveaux. C'est Victor Guzman, le milieu de Pachuca, qui avait déjà été appelé lors d'un premier rassemblement, mais qui s'était blessé. Donc c'est clairement l'un des meilleurs milieux de terrain du championnat hein, actuellement. Et c'est lui d'ailleurs qui va pouvoir prendre un peu les rênes du jeu de Pachuca après le départ de plusieurs joueurs vers l'Europe. Et l'autre joueur, c'est celui dont tout le monde parle, c'est Diego Lainez, qui a célébré donc ses deux premières sélections. Donc, il est rentré face à l'Uruguay alors que le Mexique était mené 4-1 et il a vraiment crevé l'écran lors de ce match-là. Et idem face aux États-Unis. Ça a été l'une des rares satisfactions de ce deuxième match. Parce que finalement, la plupart des satisfactions sont à relever dans le premier des deux matchs. Et il y a quelques autres joueurs aussi qui sont moins connus, en tout cas dont on parle moins, mais qui sont, je pense, qui sont tout aussi importants pour le futur du Mexique. C'est les défenseurs de Santos. Donc José Abella, qui est un latéral droit, qui a été très bon lui face aux États-Unis. Et puis on a aussi Gerardo Arteaga et Angulo, qui sont deux autres défenseurs de Santos. Donc là, on parle vraiment de joueurs qui ont tous 20 ans. Et de Lainez qui a 18 ans. C'est vraiment des tests. Quoi. Et quelques autres joueurs tests qui sont venus et qui ont moins satisfait. Je pense notamment... bon, on pourrait dire que c'est un test, même si ça fait longtemps qu'il est dans les convocations, mais Osvaldo Alanis qui est parti des Chivas, qui est allé tenter sa chance en Europe, qui a été recalé de Getafe après avoir été recruté par Getafe et qui désormais joue au Real Oviedo. Je crois qu'il a dû jouer un seul match depuis qu'il est à Oviedo, donc en deuxième division espagnole. Lui, c'était assez compliqué son match face aux États-Unis. Vu la concurrence qu'il y a parmi les défenseurs, je me demande si c'était pas sa dernière cape. Puis il y a d'autres. Ouais, dis-moi. Après, c'est compliqué pour lui. Hein. La fin de sa fin de carrière entre guillemets au Chivas a été assez houleuse. Hein. Il a quasiment pas joué. Il a été ostracisé au club. Enfin, c'est un petit peu le bazar pour lui. Donc forcément, il va falloir qu'il revienne. C'était peut-être un peu tôt de l'appeler là. C'était peut-être un peu tôt parce que moi, je suis complètement d'accord avec toi. Moi, je l'aurais pas appelé. D'autant qu'on a laissé la plupart des Européens en Europe. Hein. Il n'y a pas eu de Héctor Herrera, Chicharito. Il n'y a pas eu de Raúl Jiménez. Il n'y a pas eu de les joueurs de Francfort. Ils n'étaient pas là. Il n'y avait pas Diego Reyes non plus. Il n'y avait pas tous ces joueurs-là. Je crois que le seul, c'était Irving Lozano, finalement, qui a joué uniquement le premier match. Il y avait Raúl Jiménez aussi, mais qui a joué uniquement le premier match aussi. Et donc, du coup, oui, Osvaldo Alanis, mais c'est compliqué pour lui depuis plusieurs mois. Et puis là, je pense que de toute façon, vu la concurrence, vu le nombre de... Voilà, en ce moment, les défenseurs centraux, il y en a pas mal au Mexique, donc je pense que ça va être compliqué pour lui. Et puis il y a quelques autres joueurs qu'on ne connaît pas trop, qui sont du championnat local. Eric Aguirre de Pachuca, qui aurait pu faire mieux. Et puis il y en a un autre qui est aussi un grand espoir, qui joue à Cruz Azul, c'est Roberto Alvarado. Qui crève l'écran en ce moment en championnat. Voilà, il crève l'écran en championnat. Le Cruz Azul est leader avec 20 points, 2 points d'avance sur le deuxième. Lui, évidemment, il reviendra un jour ou l'autre, mais je pense que, en tout cas, il n'a pas autant brillé que son compère de l'América, Diego Lainez. Il faut vraiment que Alvarado soit meilleur dans les matchs avec Cruz Azul pour qu'il continue à être appelé, parce que là, pour le coup, il n'a pas vraiment marché. Et puis ceux qui n'ont pas forcément marché aussi, c'est les deux attaquants des Chivas. Je pense que c'est vraiment le poste où le Mexique est le plus faible en ce moment, parce que les deux titulaires normaux, qui sont Chicharito et Raúl Jiménez, sont un peu en difficulté, sauf Raúl Jiménez, qui finalement il a marqué ce week-end avec les Wolves, mais dans le championnat, il y a très peu d'attaquants mexicains. C'est ce que j'allais dire. Il y avait Oribe, Peralta, mais Peralta, il vient d'avoir fini 4 ans. Oui, c'est fini, mais c'est ce que j'allais te dire. Si tu regardes les effectifs des équipes du championnat mexicain, la plupart des attaquants sont étrangers. Ah oui, non, mais le top des meilleurs buteurs du championnat mexicain, c'est toujours des Argentins, un Français, évidemment, on le connaît. Toujours le même. Et puis souvent, il y avait Oribe Peralta qui se glissait par là. Voilà. Ouais, non, mais c'est ça, c'est ça. Et donc là, les deux qui n'ont pas vraiment crevé l'écran, qui ont vraiment eu du mal, c'est Alan Pulido,
et Ángel Saldívar. Bon, Saldívar, un peu compliqué parce que c'est un attaquant qui est très complet, qui participe aussi au jeu. Face aux États-Unis, il a fait une bonne première période, après il s'est éteint. Mais voilà, clairement, au niveau des attaquants au Mexique en ce moment, on est déjà entre Lozano qui est donc joue sur le côté, va pas être amené à devoir jouer dans l'axe. C'est ce qu'il fait d'ailleurs avec le PSV, hein. De temps en temps, il joue dans l'axe. Parce que c'est vraiment le poste où il y a du manque. Donc voilà, c'est plutôt un enseignement, on va dire, basé sur des individualités, parce que plus jamais on verra les compositions qui ont été proposées par le Tuca. Donc c'est pour ça que je pense qu'il ne faut pas non plus s'affoler des matchs, d'autant que face au Mexique, c'était l'Uruguay. Donc Jérôme en parlera tout à l'heure. Ouais. C'était l'Uruguay, il manquait juste Cavani, sinon c'était l'Armada. C'est ça. Luis Suarez, il est venu faire le match comme si c'était la finale de la Coupe du Monde. Incroyable. Et finalement, dans ce match-là, le Mexique le perd 4-1, mais c'est un score très très gonflé pour l'Uruguay, il faut le dire. Voilà, c'était clairement un match. Moi, ce que je dis, c'est que c'est un match très uruguayo-mexicain. C'est-à-dire que c'est un match où le Mexique a joué, a eu des occasions, et puis finalement, l'Uruguay, bim, est arrivé, coup de pied arrêté, hop, c'est plié. Et voilà. Donc, voilà. Et puis après, face aux États-Unis, c'était un match très très ennuyeux. Enfin, autant le Mexique et l'Uruguay était un très beau match, même pour le Mexique, qui a fait quelques belles actions. Autant le Mexique-États-Unis, c'était un non-match. Donc voilà. Ouais, en tout cas, ce qu'on retient. Enseignement individuel, on va dire. Ouais. Diego Lainez, en fait. Je pense que c'est le nom qu'il faut faire ressortir, et Victor Guzman. C'est le nom Diego Lainez. Je pense qu'on fera un focus sur lui, un de ces quatre, parce que on en parle aussi beaucoup en championnat. Mais bon, bref. Mais ce que l'on retient de tout cela, c'est cette notion d'avenir aussi, puisque tu l'as dit, il y a quand même pas mal de petits jeunes qui ont crevé l'écran. Lainez, c'est peut-être la plus belle vitrine de tous, mais il y a plusieurs jeunes qui arrivent. Et justement, nouvelle transition magnifique. On va forcément évoquer l'avenir. Et avant d'évoquer l'avenir, on va évoquer ce qui s'est passé depuis la Coupe du Monde. Parce qu'on a parlé pendant la Coupe du Monde, notamment au lendemain du match face à l'Allemagne, d'une nouvelle ère pour le Mexique avec Osorio, où la méthode Osorio avait fait changer le Mexique de dimension. Sauf que tout le monde pensait qu'Osorio allait rester. Osorio ne reste pas. Est-ce que comment est-ce qu'on réagit à cela au Mexique et comment est-ce qu'on analyse ce départ d'Osorio? Est-ce qu'on a des explications et voilà comment ça a réagi au Mexique sur le départ d'Osorio? Alors déjà, la fédération voulait vraiment mettre Osorio en place sur le long terme. C'était vraiment l'objectif, hein, comme tu l'as dit, miser sur les jeunes, miser sur la continuité, avoir un nouveau projet que le simple projet habituel de mettre un coach mexicain et puis qui a gagné un tournoi dans le championnat. Et voilà. C'était assez compliqué de comprendre le choix d'Osorio parce qu'on se dit il a les clés en main, il peut faire ce qu'il veut, il a accès aux jeunes qui sont pas trop mal. Je pense que la génération qui arrive est très différente des générations de jeunes précédentes. C'est-à-dire qu'avant, on avait des jeunes qui étaient déjà en Europe, avec les Giovanni Dos Santos, Vela, etc. Ici, c'est des jeunes qui jouent pas mal dans le championnat mexicain. Donc, c'était assez incompréhensible. Moi, je pense que déjà, il a dû en avoir assez marre, Osorio, d'être critiqué constamment, d'être questionné à chaque fois. Il y a un côté un peu Genesio à Lyon, quoi. À chaque fois qu'un match se terminait, le premier débat était de savoir si Osorio était l'homme de la situation ou non. Je pense qu'il a dû être fatigué de ce mépris de la presse, surtout. Parce que finalement, les joueurs, ils étaient à fond derrière lui, hein. Quand il est parti, ils y sont tous allés de leurs petits messages sur les réseaux pour lamenter le départ du Colombien. Puis en plus, ce qui est incroyable, c'est de se dire que maintenant, il finit à la tête du Paraguay. Ouais, c'est ce que j'allais te dire, une sélection qui a un potentiel, hein, parce qu'il y a une génération paraguayenne hyper intéressante, mais en termes de puissance, qu'elle soit économique, qu'elle soit le vivier, parce que le Mexique, c'est immense, donc le vivier est immense par rapport au Paraguay, on n'est quand même absolument pas dans la même dimension. Je pense qu'on aurait compris au Mexique de voir Osorio partir en Colombie. En Colombie, complètement. Il n'est pas allé en Colombie. On verra pourquoi avec Pierre après, on va pas spoiler, mais on verra après avec Pierre pourquoi Osorio n'est pas allé en Colombie. Mais justement, ça pique un petit peu au Mexique de le voir au Paraguay, quoi. Ça pique pas énormément dans le sens.
dans le sens, oh là là, il a préféré le Paraguay à rester au Mexique. Parce que je ne pense pas qu'il avait cette offre du Paraguay déjà à l'époque. Non, il y en a plusieurs qui se sont moqués. Beaucoup de gens se sont dit, ah bah vous voyez, s'il était aussi bon, comment ça se fait qu'il finit au Paraguay, hein, parce qu'aujourd'hui, même si le Paraguay, bon, c'est quand même un grand pays de foot, mais en ce moment, c'est un pays qui tire un peu la langue derrière, qui s'est fait dépasser par le Pérou dernièrement, par la Colombie dernièrement, donc il y a un peu ce côté un peu moquerie. Et puis, il y a quand même ce côté un peu de gâchis où on se dit c'est dommage, on aurait pu faire mieux. Mais le public, en tout cas les Mexicains, sont très divisés sur lui. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont te dire que c'était un coach génial, qui avait des idées géniales, qui sortaient du commun, mais d'autres qui vont te dire que ces fameuses idées géniales, c'était de la folie, quoi. Il y a un côté un peu Bielsa, tu vois, dans cette analyse de Osorio. Ce qui sort de l'ordinaire, est-ce que c'est quelque chose de complètement fou et una locura, ou alors est-ce que c'est quelque chose de positif parce que il était clivant et son non-maintien reste clivant au Mexique. Et donc justement, son non-maintien, alors on l'a dit, sur les amicaux, on a fait venir le pompier de service, on a fait venir Tuca Ferretti, on a vu plein de noms passer depuis le départ d'Osorio, on a vu des Mathias Almeida. Justement, on peut peut-être parler de ces noms-là, et notamment d'Almeida, qui a longtemps été le grand favori de la presse. Il devait même être le nouveau sélectionneur. Il a été adoubé par la presse, par plusieurs joueurs. On se souvient que même André-Pierre Gignac a dit préférer voir Almeida prendre la sélection plutôt que Ferretti, parce qu'on parlait déjà de Ferretti. Et c'est aussi parce qu'il veut garder Ferretti. Oui, il faut le dire les choses, c'est aussi parce qu'il veut garder Ferretti à Tigres. Mais le fait est que Almeida a été adoubé par la presse et pas mal de suiveurs. Le fait est que finalement, Almeida n'est même pas dans la shortlist. Il est complètement absent de la liste de la fédération. Beaucoup en parlaient juin, juillet, au moment du remplacement de Osorio. Je pense que c'est surtout, oui, comme tu l'as dit, la presse qui fait un petit forcing. Les gens en général, pourquoi? Parce que tout simplement, les Chivas, c'est le club préféré des Mexicains et que tout le monde l'adore. Puisque quand même, il a réussi quelque chose d'assez important. Il a gagné le Clausura 2017. C'était quand même avec une équipe principalement formée par les jeunes, formés que par des Mexicains, on le rappelle, parce que les Chivas, c'est uniquement des Mexicains qui peuvent jouer dans ce club, mais avec que des jeunes. Mais voilà, il est parti en très mauvais termes avec le dirigeant des Chivas, Bergara. Bergara qui a énormément d'influence à la fédération. Donc moi, je pense tout simplement qu'il est blacklisté de la fédération. Je pense qu'il ne faut pas aller plus loin dans l'analyse. Bon coach, pas bon coach, la fédération ne le veut pas. Vergara, si on pouvait trouver un équivalent, alors hors Twitter, hein, mais si on pouvait trouver un équivalent, ce serait un peu le Olas, c'est-à-dire que c'est un dirigeant très autoritaire qui prend énormément de place, qui a eu des succès, mais qui est actuellement relatif, relatif pour Vergara, et il est quand même au bout du rouleau, et il a une énorme influence au sein de la fédération, comme Olas au sein de la fédération avec le Gret. Donc voilà, tout simplement Almeida, il faut l'oublier, et puis voilà, maintenant on est avec le Tuca qui reste, on va dire, pour l'instant, même s'il n'y a plus de match, mais il reste le sélectionneur intérimaire, comme en 2013 à la même période, après le départ de Herrera. Il avait coaché, il me semble, deux matchs, qui c'était des matchs bien plus importants, parce qu'il en fait, le Tuca avait coaché un match d'appui face aux États-Unis qui permettait la qualification à la Coupe des Confédérations. Un match, je m'en souviens, brillamment remporté par le Mexique 4-2 ou 4-3. Donc voilà, là, le Tuca revient, il sera là encore pour les 2 prochains matchs. Je pense que là, pour les matchs en octobre, donc c'est face au Costa Rica, à Monterrey, et face au Chili, à Querétaro. Et je pense que Tuca va reprendre petit à petit des joueurs confirmés, tout en gardant ceux qui ont confirmé. Pour l'instant, c'est le favori de la fédération, il me semble. Ouais, ben justement, j'allais rebondir là-dessus parce que bon, là, ok, il y a une vision sur 2 matchs sur la fin d'année. On va dire que c'est les matchs qui clôturent 2018, très bien. Bon, éventuellement, tu peux les laisser passer. La question maintenant est de savoir, parce que Tuca à une époque a carrément déclaré
que la sélection c'était hors de question, qui préférait être éboueur. Voilà. Est-ce qu'il a changé d'avis et est-ce que Ferretti, l'idée de voir Ferretti aller bien plus loin que 2 matchs amicaux de fin d'année 2018, fait son chemin chez les suiveurs? Est-ce qu'elle fait son chemin chez lui? Est-ce qu'il a un petit peu changé de position là-dessus? Ensuite, on parlera de si dans l'avenir, ça peut être une vraie solution. Oui, non, les gens sont plutôt fans de ce que fait Ferretti. Hein. Alors, évidemment, c'est compliqué un peu de juger ce que fait Ferretti au Tigres parce que c'est un club qui a énormément de moyens, qui a investi énormément d'argent. Donc forcément, il a des très bons résultats. Il a gagné 3 Aperturas, donc 3 tournois sur les 6 derniers. Donc il a chopé quand même la moitié des trophées. Après, c'est un coach, je pense, qui est confirmé. Il connaît le Mexique mieux que la plupart des autres coachs mexicains du championnat, ou en tout cas qui sont dans le coin. Donc oui, c'est quelqu'un qui a énormément de caractère aussi, qui a une personnalité très très forte. Je pense que c'est ce dont a besoin le Mexique. Je ne sais pas si le Mexique a besoin du Tuca, mais en tout cas, ils ont besoin de quelqu'un de ce profil-là. Après, voilà. Mais justement, on a parlé tout à l'heure, on a parlé de Osorio qui était une révolution, on a parlé de la fédération qui avait l'objectif de donner les clés du camion à Osorio, de mettre en place un projet pour le coup véritablement révolutionnaire à l'échelle du Mexique. Tu l'as dit toi-même, arrêter avec la nomination d'un entraîneur mexicain qui a réussi à gagner 2 tournois et puis on n'en parle plus. Ferretti, il a beau être brésilien, c'est quand même le plus mexicain de tous les Brésiliens. Et on est typiquement dans ce que tu disais il y a un instant, à savoir Ferretti, c'est un mec qui a gagné des tournois, qui a une bonne presse, et du coup, voilà, quoi, on construit pas avec Ferretti. On construit pas, en tout cas, avec les jeunes. C'est quelqu'un qui a toujours eu des moyens et qui a eu la possibilité d'aligner des équipes uniquement formées d'internationaux. C'est ce qui lui arrivait au Tigres. Après, moi, j'ai vraiment envie de le voir. Alors, c'est pas forcément mon préféré. Moi, je penserais plutôt pour Mathias Almeida, même s'il est absolument hors de question pour la Fédé, on l'a dit. Mais je pense que ça peut être intéressant quand même de le prendre. C'est sûr que c'est pas celui qui va aller regarder 15 matchs de U19 pour aller choper la jeune promesse. C'est très dur quand on est un jeune au Tigres. Hein. La plupart s'en vont en prêt et ne reviennent jamais dans l'équipe principale des Tigres. Moi, je pense que c'est quelque chose qu'il faut voir. Moi, si j'étais la fédération et si le Tuca acceptait enfin, ça m'intéresserait de voir en fait qu'est-ce qu'il serait capable de faire avec ça. Si tu as quelqu'un d'autre à proposer. Ouais, je vais y arriver justement parce que donc du coup, ce qui en ressort, c'est si jamais il y a très peu de monde finalement. Hein. Ben, c'est ce que j'allais te dire. C'est est-ce que la fédération a d'autres candidats qui ont été plus ou moins évoqués dans la presse? J'ai pas l'impression, j'ai pas vu de nom sortir ces derniers temps. Si, officiellement, c'est officiel, mais Pekerman, on lui a proposé quelque chose et visiblement, il veut pas. Et c'est pas parce que le poste ne l'intéresse pas. Je pense que le poste l'aurait énormément intéressé, Pekerman. Il connaît un petit peu le Mexique, même si c'est pas son pays de prédilection. Il connaît beaucoup mieux la Colombie ou l'Argentine. Mais voilà, visiblement, Pekerman, à 69 ans, ne voyait pas. Ouais, on va l'évoquer avec Pierre, la situation de Pekerman puisqu'il a quitté la Colombie et il y a peut-être des raisons familiales, c'est ça? Familiales et extra-sportives parce qu'il a refusé aussi un retour à Argentinos Juniors ces derniers jours. Voilà, c'est pas si simple. Mais justement, tu vois, Pekerman, on était dans la filiation entre guillemets d'Osorio, c'est-à-dire un gars qui est capable de bâtir sur du long terme, de bâtir avec des jeunes. On est à l'opposé de Tuca Ferretti qui semble plus être une mission Gold Cup 2019 concrètement. En fait, moi, Tuca Ferretti, j'aurais dit que ça aurait été sympa de le prendre justement il y a 3 ans, parce qu'en fait, la sélection mexicaine était formée principalement par des joueurs il y avait peu de place pour les jeunes parce que les meilleurs Mexicains avaient tous 25-26 ans. Et c'est la génération qui allait au mondial là et qui était assez âgée, qui avait une moyenne d'âge de 28 ans. Donc c'est sûr que là, c'est un moins bon moment qu'il y a 3 ans. On peut pas revenir en arrière, évidemment. Mais oui, c'est dur. C'est dur de se dire qu'on va avoir des jeunes avec Tuca. Moi, ça m'intéresse de voir. Et du coup, la question que je vais te poser, je vais te soumettre un nom, tu me diras ce que tu en penses, si jamais ça a été dans les circuits ou pas. Pourquoi le Mexique n'irait pas tenter des profils à la Sampaoli, qui lui, pour le coup, est capable de mater 15 matchs de U19 pour aller chercher des jeunes? On l'a vu construire au Chili, on l'a vu mettre en place des projets à très grande échelle
au Chili qui se sont arrêtés plus ou moins, pas tous, remarque, après son départ. Mais lui, pour le coup, on est sur un mec qui est capable de bosser avec des jeunes et de bâtir. Si on lui en donne les moyens, même si Sampaoli est très cher. Alors, je sais qu'il n'a pas forcément bonne presse après l'Argentine, mais ça reste quand même un bâtisseur. Bah, ça me surprend pas énormément que tu me dises ce nom finalement. Le nom a circulé, hein. Le nom a circulé dans la presse au Mexique. On en a forcément parlé. Il me semble que c'est pas du tout dans les plans de la fédération. Je sais pas si toi tu as eu une information comme quoi la Cantu ou Rien du tout. Je n'ai rien. Non, c'est un nom qui a circulé parmi les éventualités, mais visiblement la fédération est vraiment bloquée sur le nom du Tuca. Si ça tenait qu'à moi, je pense que si j'étais un membre de la fédération, si j'étais Yann Delusa ou Cantu, j'irais parler avec Sampaoli. Je lui demanderais s'il a passé de bonnes vacances, s'il s'est bien reposé, s'il est un peu tranquille, s'il a un peu moins les nerfs à 1000%. Et évidemment que ce serait un super coach. Après, voilà, il reste quand même sur 2 échecs, Sampaoli. La sélection. Donc forcément, la situation à la fédération, la situation de l'équipe, c'est une circonstance atténuante pour lui. Mais l'autre échec, c'est aussi Séville, où il avait tout en main et où il n'a pas réussi. Et finalement, le seul endroit où il a réellement réussi, c'est au Chili, avec la sélection, où il a pris en main une sélection qui était déjà bien en place et qui avait été coachée pendant plusieurs années par Bielsa. Ouais, il avait bien réussi aussi en club au Pérou et au Chili, justement, avec la U. Hein, et justement, pas mal de joueurs des générations de la U sont arrivés en sélection après. Oui, avec Alexis Sanchez et Arturo Vidal, c'est ça? Non, c'était non, ça Vidal, c'était Colo. Non, et la U, c'est Edu Vargas. Il était allé en finale de. Aranguiz, il gagne la Sudamericana 2011. La Sudamericana, c'est ça, voilà. Ok, alors en fait, je me suis trompé d'attaquant et de milieu de terrain, tu vois. C'était Aranguiz et Vargas. Aranguiz et Vargas, ouais. Voilà. Bon, ouais, je me souvenais qu'il n'était pas allé en finale. Il a gagné la finale, du coup, c'est ça? Ouais, il gagne la Sudamericana 2011 avec une équipe extraordinaire. Il va en demi-finale de la Libertadores l'année d'après, éliminé par Boca. Enfin, voilà, il fait. Mais écoute, c'est forcément un gars auquel il faudrait penser. J'ai pas l'impression que en fait, j'ai l'impression que la fédération a un nom. Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, c'était exactement la même chose quand il y avait encore Osorio. C'était Osorio ou personne. Ils ne réfléchissaient à aucune alternative. Et maintenant qu'ils ont réussi à convaincre le Tuca Ferretti pour l'intérim, ils sont convaincus qu'ils seront capables de le convaincre. Alors, depuis quelques temps, depuis quelques semaines, surtout pendant les semaines où il y avait la concentration, les dates FIFA internationales, Ferretti a petit à petit ouvert la porte à un possible contrat, un véritable poste, quoi, pas seulement de l'intérim. Ouais, ce qui peut expliquer l'absence de plan B. Voilà. Pour l'instant, on en est encore en stand-by. Je pense que le débat qu'on est en train d'avoir, il va encore avoir lieu après les 2 matchs face au Costa Rica et face au Chili, mi-octobre. Ok, voilà. Écoute, on verra bien. Il aura peut-être même lieu après la Gold Cup parce que c'est vrai que on sait, et tu le sais mieux que personne, tu l'as dit assez souvent, le Mexique généralement table sur des plans de 4 ans. Avec Ferretti, j'ai quand même du mal à voir Ferretti mettre en place un plan de 4 ans. Ça sent la mission, on va voir jusqu'à la Gold Cup et si on peut choper quelqu'un de bien après la Gold Cup, sachant qu'il y a une Copa América aussi en même temps, que peut-être des sélectionneurs vont sauter, hein, on ne sait jamais. Il y aura peut-être à ce moment-là à nouveau d'occasion de faire ce débat en cherchant un bâtisseur. Parce que de toute façon, le Mexique a le temps dans sa zone. Oui, non, mais moi je pense pas qu'il y ait besoin de se précipiter. Hein. Je veux dire, le Mexique, de toute façon, voilà, c'est ça, c'est des plans de 4 ans. C'est simple, c'est que dès qu'une Coupe du Monde se termine, on est déjà en train de penser à la prochaine. Parce que, mis à part éventuelle participation à une Copa América où le Mexique va la jouer sérieusement, ce qui était le cas dans les années 90, on va dire, quand ils ont commencé à aller participer. Mais non, c'est des plans de 4 ans et voilà, comme tu dis, le seul intérêt finalement de la Gold Cup, c'est celle qui permet de se qualifier à la Coupe des Confédérations. Ça, c'est un objectif pour le Mexique. Mais sinon, c'est le mondial. Donc voilà, on verra, je pense, on pourra reparler de tout ça après les matchs internationaux qui vont avoir lieu en octobre. Eh ben écoute, très bien, on en reparlera peut-être à cette occasion-là. Écoute, merci bien, Diego. Merci à toi. Et puis, profite bien du Mexique. Et puis, on se retrouve très, très vite sur le site et dans les podcasts. À bientôt.
On va donc filer plus au sud et après le Mexique, on va ainsi se rendre en Colombie. Et qui dit Colombie, sur lucarne opposée, dit Pierre Gerbeau. Bonjour Pierre, comment vas-tu ? Bonjour Nico, ça va bien et toi ? Eh bien écoute, tout va bien, on continue de pallier à l'absence du chef des podcasts, du mieux que l'on peut. Et on va donc aujourd'hui s'intéresser à tes cafeteros préférés que l'on avait laissés au lendemain d'une élimination face à l'Angleterre et une Coupe du Monde finalement plutôt positive. Alors, on est 2 mois après cette Coupe du Monde, la Colombie a disputé 2 matchs amicaux. Est-ce que tu peux rapidement nous dire s'il y a eu quelque chose à en retenir ? Je rappelle que la Colombie a battu le Venezuela 2-1 avant de faire 0-0 face à l'Argentine. Ouais, alors pour ce qui est à retenir, ça va être assez rapide, hein. En l'absence de sélectionneurs nommés et entre guillemets de vrais sélectionneurs assurés, c'est Arturo Reyes, hein, qui a pris en main la sélection. Arturo Reyes, il est habitué à travailler avec les jeunes, les espoirs, et cet été, il a notamment pris en main la sélection colombienne qui a gagné la médaille d'or aux Juegos Centroamericanos y del Caribe qui était organisé à Barranquilla. Donc il a été chargé de prendre en main la sélection pour ces deux matchs. Et alors il a fait une liste vraiment très très expérimentale, hein. Enfin, donc il y avait pas de James. Il n'y avait pas de Carlos Sanchez, donc il a pris 5 joueurs du championnat local, la Liga Águila. Ces joueurs-là, on sera peut-être amené à les revoir, hein, parce que c'est, en tout cas pour certains, parce qu'ils ce sont des vraies promesses du foot colombien, mais c'était vraiment pour ça une sélection assez expérimentale. Alors les seuls 4 qui étaient là, c'était il y avait Falcao Vaca, il y avait Ospina, Davinson Sanchez, et Santiago Arias qui s'est blessé et qui a fait le premier match contre le Venezuela, et on va dire Wilmar Barrios, Mateus Uribe au milieu, et peut-être Juan Fer Quintero qui est si on peut les appeler les cadres entre guillemets. Donc voilà, après sur les enseignements à tirer, il y a il y a rien c'est pas qu'il y a rien à dire, c'est que c'est tellement aléatoire que il y a pas plus d'enseignements que ça à tirer. La Colombie est passée à côté de ces 2 entames de match, hein. Les 10 premières minutes contre le Venezuela et on va dire les 25 premières minutes contre l'Argentine sont vraiment très mauvaises. Après, pour le reste, on a vu un Juan Fer Quintero exceptionnel contre le Venezuela. Est-ce que c'est une surprise ? Non, on sait que c'est un joueur qui est capable de régaler et d'offrir des caviars. Donc voilà, si le seul enseignement peut-être qui était un peu surprenant à tirer, c'est le positionnement si dans les cadres il y avait Cuadrado quand même. Et Cuadrado a joué à gauche contre le Venezuela et c'était assez intéressant de le voir dans cette position-là parce qu'il s'en est plutôt bien tiré. Et justement, cela va nous permettre d'entrer dans le débat qui nous intéresse aujourd'hui dans cette émission. S'il n'y a pas de grandes conclusions majeures à tirer de ces amicaux, c'est parce qu'on ne sait pas aussi où va cette Colombie et pourquoi ne sait-on pas où elle va. Tu l'as dit, hein, tout simplement, c'est parce qu'il n'y a pas de sélectionneur. Alors, il faut dire qu'on a longtemps attendu de connaître la décision de Pekerman, on a eu un petit peu tous les sons de cloche, et finalement, la décision est tombée très récemment, il ne reste pas. Alors, même si c'est très récent, est-ce que l'on en sait plus sur les raisons qui ont poussé José Pekerman, qui, je le rappelle, a emmené la sélection à 2 Coupes du Monde, à ne pas poursuivre l'aventure, alors que, tu me corrigeras si je me trompe, on lui proposait quand même un sacré contrôle sur cette sélection. Oui. En fait, la sélection, la Fédé colombienne, s'est réveillée un peu sur la fin, s'est réveillée à quelques semaines. Son contrat s'achevait le 31 août. Et autour de la mi-août, ils ont commencé à faire les démarches pour prolonger Pekerman. La Colombie a été éliminée de la Coupe du Monde début juillet. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait tout le mois de juillet ? C'est impossible de savoir vraiment ce qui s'est passé. Ce qui est sûr, c'est que la fédération colombienne a essayé de prolonger jusqu'à la fin, a essayé de le prolonger Pekerman. Ça s'est pas fait, je pense, pour plusieurs raisons. Et la première, alors, c'est que je pense que Pekerman a tout simplement pas envie n'avait pas envie de rester en Colombie. Il avait tout simplement envie de rentrer chez lui en Argentine. Voilà, pas forcément pour entraîner, hein. On sait pas vraiment, je ne sais pas ce qu'il va faire,
Mais voilà, Pekerman a vécu des moments difficiles. Hein. Il a perdu sa mère et un de ses frères. Donc, je pense qu'il avait juste, et là, en ce moment, il a juste envie de rentrer chez lui en Argentine et d'éviter de repartir. Je pense que c'est aussi pour ça qu'il a refusé le Mexique. Donc, je pense que c'est la raison principale pour laquelle José Néstor Pekerman n'est plus sélectionneur de la sélection colombienne aujourd'hui. Je pense que c'est juste pour ça. Il a envie de rentrer chez lui en Argentine et voilà. Ouais, c'est une raison qui s'entend, d'autant que la porte est encore ouverte en Argentine. Il y a eu en Colombie la forte volonté aussi de rapatrier un homme, un Colombien, venu du Mexique. Ça fait le lien avec Diego tout à l'heure. Juan Carlos Osorio, qui a fait un taf de malade, hein, non seulement au Mexique, mais aussi en Colombie à l'Atlético Nacional, et qui a donc forcément très bonne presse au pays. Alors on a longtemps cru qu'Osorio, qui a quitté donc ce Mexique, allait venir. On a longtemps eu l'impression que la fédération attendait le départ de Pekerman pour signer Osorio. Finalement, comment ça a été vécu au pays de voir que, au final, Osorio a bien changé de sélection, mais il est parti au Paraguay, parce qu'il faut le dire quand même, si un entraîneur part au Paraguay, ce n'est clairement pas une question d'argent. On ne me fera pas croire que le Paraguay est plus riche que la Colombie. Alors, justement, comment est-ce que l'on vit cela en Colombie ? Bah écoute, ça a été une surprise parce que il y a toujours une grosse incertitude sur l'identité du futur sélectionneur. En fait, tout le monde attendait de savoir ce qu'allait faire Pekerman, ce qu'il allait décider, alors très rapidement, on a eu dans la presse, je parle de la part des journalistes. On a eu des plans A, des plans B, en disant tiens, les probables sélectionneurs, ça va être telle personne, telle personne, telle personne. Et il y a plusieurs noms qui sont sortis. Il y a eu Gus Hiddink et il y avait Osorio qui étaient les deux principaux dans la shortlist. Donc on s'est dit on attend de voir. Il y a eu des négociations et quand fin août. Vraiment sur la fin août, sur les 5 derniers jours de août à peu près. Et il y a eu l'information comme quoi Juan Carlos Osorio allait prendre en main la sélection paraguayenne. Il y a eu vraiment un bug parce que évidemment c'est inconcevable. Tu l'as dit, la fédération colombienne n'est pas moins riche que la fédération paraguayenne. Et on peut imaginer que c'est pas un choix du cœur non plus. Et d'ailleurs, Osorio, dans son contrat, il a une clause qui l'autorise à partir et à rejoindre la Colombie si la Fédé colombienne l'appelle. Donc c'est bien que je pense vraiment que si la Fédé colombienne avait foncé, n'avait ne serait-ce que commencer et proposer quelque chose à Osorio, ça serait fait. Donc il y a vraiment là en ce moment et il y a une période de latence. Il y a personne qui bouge, on ne sait pas pourquoi. Enfin, on imagine pourquoi, puisque la fédération colombienne a quelques petits problèmes extra sportifs, mais je pense que si la Fédé colombienne avait voulu faire Osorio, ça serait fait. Ouais, concrètement, Osorio n'aura donc été qu'une rumeur et la Fédé n'a pas bougé. Alors tu parles de la Fédé, on va citer son président, Ramon Chesolún, qui il y a quelque temps avait déclaré qu'il n'y avait ni plan B ni plan C. Alors déjà qu'il n'y a pas de plan A, et tu vois où je veux en venir, tu as abordé les soucis connus par la Fédé, tu pourras en parler ensuite, mais bon, je vais aller au bout de ma question. S'il n'y a donc pas de plan A, ni de plan B, ni de plan C, si Osorio n'a jamais été contacté par la Fédé, car on sait très bien qu'il serait venu en rampant, quelles sont les solutions qu'il reste à la Colombie? Alors on a vu passer des noms, tu l'as dit, le dernier en date, c'est Luis Fernando Suárez qui fait un super taf à la Equidad et qui semble finalement désormais proche du Costa Rica. On a quand même l'impression que toutes les pistes, les rares pistes que l'on voit émerger, se referment les unes après les autres. Alors concrètement, on va où là en Colombie? Bah écoute, la solution au moment où on se parle, la solution la plus viable, c'est tout simplement de prolonger Arturo Reyes. Pour l'instant, il n'y a pas d'autre alternatives. Et tu as parlé donc Gus Hiddink, il a
Et je parle sous le contrôle de Sébastien. Il a pris en charge l'équipe des espoirs de Chine, il me semble. Donc Osorio, il est au Paraguay. Et Luis Fernando Suarez, tu l'as dit. Alors il y a une vraie incertitude. Apparemment, il irait au Costa Rica. On ne sait pas trop. Il pourrait aussi atterrir à l'Atlético Nacional, même si Leonel Alvarez apparaît mieux placé. Donc il y a ça, on ne sait pas. Et puis après, il y a Pinto, hein, l'ancien sélectionneur du Costa Rica. Donc concrètement, la Colombie est contrainte à bricoler jusqu'à la Copa América? Parce que là, on a 2 matchs amicaux qui se profilent en octobre, hein, États-Unis et Costa Rica. On n'a pas le programme pour 2019, mais au maximum, on aura 4 matchs avant cette compétition. Concrètement, on bricole, et le projet Qatar 2022, qui est déjà commencé dans bien des pays, hein, je pense au Venezuela, au Chili, au Pérou, au Brésil, à l'Équateur, qui a justement nommé un Colombien, Hernan Dario Gomez. Il n'y a pas un début d'inquiétude en Colombie, sachant que en plus, la génération Falcao, normalement, va vivre sa dernière compète avec la sélection lors de la Copa América en juin prochain. Falcao, oui, sa génération, peut-être pas. James devrait être au Qatar en 2022. Ospina devrait être au Qatar en 2022. Non, les seuls qui vont s'arrêter après la Copa América, je pense que c'est Falcao, Bacca, même Cuadrado. Cuadrado, il devrait pousser jusqu'à la Coupe du Monde 2022. Alors, est-ce qu'il y a une inquiétude? Non, pas vraiment inquiétude en tant que telle. Je pense que l'inquiétude aurait été là si la Colombie avait pris carton contre le Venezuela et carton contre l'Argentine. Là, ouais, peut-être. Non, en fait, ce qui se passe, c'est que tout simplement, la Fédé colombienne, c'est des amateurs. Ils sont en train de gérer ça comme on gère un club de 5e de district en France. Vraiment, c'est ce qui est en train de se passer, parce que en plus ils ont donc les problèmes d'extra-sportifs, c'est que la fédération colombienne pour l'instant a été accusée et c'est en cours de jugement d'avoir survendu des billets tous les billets pour les matchs qualificatifs à la Coupe du Monde 2018. Donc il y a des affaires en ce moment extrasportives qui n'incitent déjà pas, c'est pas très sexy hein, quand tu cherches à faire venir un nouveau sélectionneur, et notamment quand tu essayes de faire venir quelqu'un comme Guus Hiddink par exemple. Donc ça, c'est déjà un premier problème qui peut ne pas aider à trouver quelqu'un rapidement. Et donc il y a ces problèmes-là, et c'est un vrai problème, ça. C'est une mafia. Je prononce ces mots-là, c'est fort, parce que pour avoir assisté à Colombie-Brésil, je peux vraiment confirmer que il y a aucune organisation. Et ça s'est vu, donc ça m'étonne pas que la Fédé colombienne soit sous les yeux de la justice. Donc le sportif est en train vraiment de passer au second plan du côté de la Fédé colombienne, et c'est ce qui est inquiétant si c'est pas réglé dans les prochains mois. Si Arturo Reyes est toujours à la tête de la sélection au mois d'octobre, je pense que là l'inquiétude sera vraiment plus grande pour toutes les raisons que je viens de citer. Ouais, et pour terminer sur ce sujet, aucune date limite n'a donc été encore fixée. Le problème va être donc de savoir qui va vouloir venir, vu le contexte que tu décris. Et l'autre souci, c'est surtout que le nombre de candidats se réduit de jour en jour, et cela fait que c'est inquiétant, et c'est de plus en plus inquiétant. Écoute, on suivra cela dans les semaines à venir, en espérant forcément que la Colombie se remette dans le bon sens assez rapidement, parce que le vivier est plus qu'intéressant, que ce soit chez les A et chez les jeunes. Merci beaucoup Pierre, on se retrouve très très vite sur Halo, que ce soit à l'écrit ou à l'audio. Allez, à bientôt. À bientôt. Et pour terminer notre tour des sélections sans sélectionneur, on va aller dans un pays, peut-être celui que l'on attendait le moins, parce que c'est un pays qui nous a habitués ces dernières années à une grande stabilité. Ce pays,
c'est l'Uruguay. Et qui dit Uruguay sur lucarne opposée, forcément dit Jérôme Le Signe. Salut Jérôme, comment vas-tu? Et tu as gardé le meilleur pour la fin, donc très bien, et toi? Ouais, toujours. Écoute, ça va. On va donc aborder ton cher Uruguay qui s'est remis de son parcours de mondialiste qui finalement a été plutôt bon. Oh oui, plutôt bon, oui. Bah, ça fait une 5e place au classement FIFA, hein, encore une fois. Une 5e place donc, dans la compétition de la Coupe du Monde. Non, c'est pas mal. Après, quelques déceptions comme toujours, parce qu'on a envie d'aller plus haut, mais c'est déjà très bien. C'est déjà très bien. Et donc, depuis, on va y revenir par rapport à la situation du sélectionneur, mais aussi par rapport à une situation plus large avec ce qui se passe au sein de la fédération, car au final, tout est lié. Il y a eu ce match amical face au Mexique. Alors, on en a parlé un petit peu avec Diego. On en a beaucoup parlé avec Diego. Mais ce match opposait deux équipes dirigées par des intérimaires, puisque c'est Fabián Coito qui gère habituellement les jeunes qui s'occupaient de l'Uruguay. Et du coup, même question que j'ai posée à tes prédécesseurs, malgré le fait que ce soit un intérimaire à la tête de la sélection, est-ce qu'il y a des éléments à retenir de ce match? Je rappelle que l'Uruguay a cartonné le Mexique 4-1. Oui, quelques éléments, alors même si le score est un petit peu large, hein, pour être très précis quand on regarde le match. Mais des éléments, notamment un Gaston Pereiro qui n'était pas à la Coupe du Monde, qui a été très bon en deuxième attaquant derrière Suarez. La confirmation aussi, même si c'est arrivé en cours de Coupe du Monde, mais que un milieu de terrain à 3 avec Betancourt, Vecino et Torreira est en train de se dessiner petit à petit. Et aussi, dernier enseignement quand même de voir Luis Suarez qui a été magnifique, avec une passe décisive en coup du foulard, un coup franc très bien cadré au début du match, qui amène le but, hein, puisqu'on a marqué 2. Donc un Suarez qui a été magnifique pour un match amical de septembre. Et c'est ça la beauté de ce joueur, c'est qu'il se donne toujours à 100%, quel que soit le match. Ouais, ça c'est la signature Suarez. Et donc, on le disait, l'Uruguay était dirigé par Fabián Coito, qui d'habitude s'occupe des U20. Ceux qui suivent les Sudamericanos, notamment sur Hello, l'ont déjà croisé dans nos écrits. Et donc, si Coito était sur le banc, forcément, c'est une lapalissade, on va le rappeler, c'est parce que Oscar Tabarez n'est plus aujourd'hui le sélectionneur de l'Uruguay. Son contrat, c'est terminé, hein, c'est cela, hein, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Tabarez fait toujours des contrats jusqu'aux Coupes du Monde, qui sont régulièrement renouvelés depuis. Son premier avait été signé donc en 2006. Il était arrivé enfin à échéance en 2010 et à chaque Coupe du Monde, il a renouvelé. Et là, ce n'est pas encore fait. En effet, il est remplacé par Coito, qui est l'entraîneur des jeunes, qui a gagné le Sudamericano l'année dernière, et qui est actuellement aussi, donc qui reste l'entraîneur des jeunes. Donc là, par exemple, il est au Qatar pour un tournoi avec les U20. Mais il assure aussi l'intérim à la tête de la sélection d'air. Ouais, et donc, on va y arriver. Si Tabarez n'a pas été renouvelé, c'est parce que c'est un peu le bazar. Un petit peu beaucoup. Ouais, pour utiliser un euphémisme, enfin, c'est le sacré bazar au niveau de la fédération. Alors, il y a eu un article sur Hello que tu nous as écrit sur Hello fin août qui discute justement de la problématique de la fédération. On est pratiquement un mois plus tard. Est-ce que tu peux nous rappeler ce qu'il s'est passé cet été et surtout nous dire où on en est aujourd'hui? En fait, la fédération uruguayenne a toujours été gérée depuis sa fondation à la fin du 19e siècle comme une ligue avec des droits de vote qui étaient attribués uniquement aux clubs. Ça reste le cas à l'heure actuelle où bizarrement la fédération reste gérée par les 16 clubs de première division plus une voix pour les clubs de deuxième division, mais rien pour le football féminin, pour le football amateur, pour le football de l'intérieur qui est le football amateur en Uruguay. Ou pour le football même de football intérieur ou de plage. Donc la FIFA, depuis une dizaine d'années, insiste pour que la fédération uruguayenne change ses statuts et laisse plus de place aux autres sports, même aux autres footballs, hein, même football féminin, comme je disais à l'instant. L'AOF n'a jamais rien fait parce que le système actuel permet à certains hommes de contrôler des clubs et la fédération ainsi faire valider certains contrats, pour pas rentrer dans le détail. Sauf que la FIFA, après avoir longtemps laissé mariner la chose, après avoir insisté pour que le système change, a finalement décidé d'intervenir, comme les statuts de la FIFA le permettent, hein, qui permettent d'intervenir dans une fédération comme il l'avait fait en Argentine il y a 2 ans, il me semble. Et donc, la FIFA a pris la main sur la fédération par l'intermédiaire de quelques hommes, hein, dont notamment Pedro Bordaberry, fils de l'ancien
président qui avait remis le pouvoir aux militaires en 73, mais aussi d'Andrés Scotti, ancien défenseur qui avait fait l'amour à l'attaque colombienne lors d'un match d'éliminatoire en 2013. Donc voilà, il y a certains changements qui font que la signature de Tabarez est pour le moment mise en suspens. Et il y a aussi les histoires, comme tu l'avais expliqué dans l'article au sujet de la fédération, ces histoires d'élections avec un favori qui se retire, un outsider qui finalement surgit de nulle part, mais est l'homme de main de celui contre qui tout le monde, ou presque, se ligue. Alors comment est-ce que cela va se passer désormais? On va avoir de nouvelles élections? Qui va organiser? Est-ce qu'on a une idée du profil? Enfin, tu le disais à l'instant, hein, le fait que le football de l'intérieur n'a aucune voix, alors que, il faut le rappeler, il faut bien le dire, Tabarez a beaucoup fait pour lui et a beaucoup aidé à son développement. Quel est l'avenir proche de la Fédé? Est-ce qu'on a un calendrier qui est fixé? Eh ben, on ne sait pas et ça commence à inquiéter un petit peu parce que grosso modo, il y a deux postures à l'heure actuelle, qui est la première est celle des présidents de clubs, de au moins 11 clubs, d'après les articles dans les journaux bien informés, qui veulent d'abord faire des élections pour élire un président, pour ensuite changer les statuts. Le calendrier qui est demandé par la FIFA est l'inverse. C'est-à-dire d'abord vous changez les statuts, c'est-à-dire vous donnez des voix à ceux qui n'en ont pas à l'heure actuelle, et ensuite vous élirez un nouveau président. Tout ça est en train de rentrer dans une sorte de conflit larvé, avec notamment les présidents de clubs qui ont fait appel au tribunal arbitral du sport, qui est l'autorité dont dépend la FIFA pour ce type de conflit, en disant que la FIFA n'avait pas à intervenir parce que la deadline pour avoir les nouveaux statuts était décembre, et que donc ils avaient encore logiquement le temps pour voter, pour élire le président et ensuite changer les statuts. Sauf que la FIFA déteste en plus qu'on fasse appel au tribunal arbitral du sport au-dessus d'elle pour ce type de choses. Et le risque à terme, si ils ne se mettent pas d'accord entre eux, ce serait la suspension pure et simple de l'Uruguay et de la FIFA, qui pourrait être une méthode, qui pourrait être une punition pour une période temporaire, c'est-à-dire pour, entre guillemets, mettre encore plus la pression, mais ça pourrait avoir des conséquences, notamment sur les qualifications, pour les qualifications pour la prochaine Coupe du Monde ou pour la Copa América. Donc voilà, ce serait entre guillemets l'arme nucléaire qui est utilisée comme menace par la FIFA à l'heure actuelle. Ouais, c'était déjà une arme utilisée pour faire bouger les voisins argentins il y a 2 ans, et ça avait plus ou moins fonctionné, il s'était remué un petit peu. Alors du coup, par rapport à la sélection, parce que c'est notre sujet du jour, est-ce que Tabarez s'est exprimé? Est-ce qu'il a pris position? Parce qu'on commence à avoir quelques rumeurs, je pense que tu l'as vu, hein, puisque c'est sorti dans la presse uruguayenne, mais la Colombie serait intéressée par Oscar Tabarez. Est-ce que l'on sait s'il a envie de continuer déjà? Et en fait, concrètement, quelle est sa position? Est-ce qu'on la connaît? Alors, oui, il ne s'est pas exprimé directement. Donc tout ce que je vais dire est évidemment des supputations. On sait, cela dit, qu'il a fortement envie de continuer et qu'il a aussi accepté de signer. Alors, au début, il avait indiqué qu'il souhaitait signer avec le futur président de la fédération parce qu'il a un lien, il essaie toujours de tisser un lien avec le président de la fédération pour avoir un contrat d'homme et savoir sur ce qu'il peut s'engager et sur quoi il ne peut pas. Quand il a pris la sélection en 2006 avec Figueiredo à l'époque, il avait négocié des mains larges. Quand il a renégocié avec Baossa en 2010 son contrat, alors que c'était l'entraîneur le moins bien payé de toutes les sélections en Afrique du Sud, il avait négocié avec Baossa non seulement une petite augmentation, mais surtout ce qu'il avait dit, c'est pas tellement l'argent qui m'importe, parce que s'il voulait de l'argent, il pourrait aller au Qatar, il gagnerait 10 fois ce qu'il gagne en Uruguay. Ce qu'il voulait, c'était des avantages pour la sélection, de reconstruire le campus, d'avoir des moyens supplémentaires pour faire son métier et le faire au mieux. Je crois pas trop à ces rumeurs. Comme je l'ai dit, s'il voulait vraiment gagner de l'argent, il pourrait. Je pense qu'à son âge, il a aussi quelques petits pépins de santé, malgré tout. Alors, même si je veux pas mettre ça sur la table, mais je pense que son souhait premier et principal, et à part si vraiment il était mis à la porte, mais sinon il renouvellera son contrat avec l'Uruguay, d'autant plus que lui est plutôt en faveur de l'intervention de la FIFA, c'est-à-dire que lui était plutôt pour, de ce qu'on avait pu lire, de sa façon d'appuyer les joueurs à certains moments, lui était pour un changement de statut, était pour donner de la voix au football de l'intérieur, donc ce serait à contresens si aujourd'hui il quittait la sélection alors que c'est justement en pleine période de reconstruction pour ça. Ouais, ça va en cohérence avec le boulot qu'il a fait et dont on parlait. Donc du coup, d'ici la fin de l'année, l'Uruguay va disputer 3 matchs amicaux, hein, tu me corriges si je me trompe, Corée du Sud et Japon en octobre, et la France en novembre. On a de grandes chances d'arriver avec Koito, ou cela peut être résolu, ou en fait on ne sait pas du tout? On ne sait pas, à vrai dire. Logiquement, là, les premiers articles commencent à sortir en disant que c'est Koito qui va refaire la liste pour les amicaux de Corée et Japon, du 12 et 16 octobre
de cette année. Logiquement, voilà, l'objectif sera quand même pour lui de signer pour Tabarez, de renouveler le plus tôt possible et de reprendre les mains dès que possible. Après, je pense qu'ils sont en bonne intelligence avec Coito et j'ai aucun doute sur les sélections qui ont été faites, qu'elles n'étaient pas été validées par lui à un moment donné, par un moyen ou par un autre. Ouais, c'est ce que j'allais te dire, parce que Coito a été placé chez les U20 par Tabarez, hein, si je me rappelle bien, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. Ouais, donc le maestro n'est jamais très très loin, même s'il n'est pas encore revenu. Oui, parce que l'un des éléments qu'il avait négocié, comme dit à l'époque, quand il avait signé son premier contrat en 2006, c'était de pouvoir mettre, alors c'est toujours approuvé évidemment par la fédération, mais de pouvoir avoir son mot à dire sur les sélectionneurs des jeunes. Coito est aussi l'un des seuls, enfin il est là depuis quelque temps hein, déjà, et en effet, au-delà du contrat à l'heure actuelle, c'est l'un des entraîneurs qu'on nomme pour le futur de l'Uruguay, au-delà de Tabarez. Donc il y a un contrat de confiance entre les deux qui est indéniable. Voilà. Coito avait été annoncé comme entraîneur possible du côté de Peñarol à un moment donné. Il avait clairement dit non. Voilà, mon objectif c'est le groupe de sélection et voilà. Donc je pense que ça va se gérer en bonne intelligence et qu'éventuellement quand Tabarez pourra revenir, il reviendra immédiatement aux affaires. Ben écoute, on va suivre cela avec intérêt parce qu'il y a un rendez-vous en juin avec la Copa América qui, j'imagine, trouve un grand intérêt en Uruguay et qui sera, je pense, le premier grand objectif avant de penser à Qatar 2022, hein, parce que je suis pas certain que les Uruguayens soient déjà en mode Coupe du Monde. Hein, on fonctionne étape par étape, hein, non? Oui, non, on est vraiment étape par étape. Et puis là, pour le coup, il y a un groupe qui est très bien construit, avec des très bons joueurs dont ça pourrait être quand même, sachant que la prochaine Coupe du Monde est dans 4 ans. Il y a des Godin, Suarez et Cavani, par exemple, pour pas les nommer, qui pourraient considérer que ça peut être la Copa América une sorte d'apothéose dans leur carrière, sachant qu'ils ont respectivement 31 et 32 ans dans ce que j'ai donné. Mais qu'il y a aussi déjà le renouvellement est déjà fait aussi chez les jeunes, puisque comme je l'ai cité tout à l'heure, le milieu de terrain a 22 ans de moyenne d'âge. Donc tout est réuni pour que cette compétition-là, il n'y ait pas à se dire avoir pour un renouvellement parce qu'il est déjà là, mais il y a aussi des grands joueurs qui sont en pleine forme, donc pourquoi pas, ça fait penser un petit peu à Argentine 2011, cette Copa América. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ça y fait beaucoup penser. On rappelle qu'ils avaient remporté la Copa América 2011 après avoir fait 4e de la Coupe du Monde. Là, bon, on a fini 5e, donc pourquoi pas. On verra si ce sera avec Tabarez, même si pour le coup, on est quand même nettement moins inquiet qu'avec la Colombie de Pierre, qui navigue un petit peu à vue, et encore moins inquiet, il faut le dire, que pour le voisin argentin, où encore plus à vue. Au brouillard. Oh là, je ne sais même pas si ça navigue en fait. Bon, écoute, on accordera une émission entière hein, pour parler du cas argentin, je pense, tant il y a à dire. Merci bien Jérôme, on va te retrouver très très vite sur Hello, à l'écrit ou bien sûr à l'oral. Ah bah oui, tout à fait, avec une fin de championnat palpitant, a repris la main. Ouais, avec un Peñarol qui est revenu en championnat. Allez, merci bien et à la prochaine. Voilà, c'en est terminé de ce 11e numéro de Bola Latina. Merci à tous pour votre soutien, merci de nous suivre. Je vous invite également à suivre les autres programmes de Lucarne Opposée, Culture Soccer pour les amateurs de football d'Amérique du Nord, Efrica pour les amateurs de football africain, et enfin l'AFC Corner pour ceux qui ne jurent que par l'Asie. Je vous invite également à vous ruer vers le 4e numéro de Lucarne Opposée Magazine qui s'intéresse non seulement à la formation et qui va vous proposer plus d'une centaine de pages d'histoire de football parce que on va vous raconter plusieurs autres histoires. Le sommaire est disponible sur le site, je vous mettrai le lien dans la description. Merci à tous, on se retrouve très vite avec peut-être Simon au micro, qui sait. À bientôt pour un nouveau Bola Latina.